Les repas scolaires aux États-Unis ont longtemps été un sujet de débat, avec des discussions allant de leur valeur nutritionnelle aux forces financières et politiques qui les influencent. Pour beaucoup, les souvenirs des repas de cantine évoquent des images de hamburgers bouillis avec du fromage semblable à du plastique et du pain rassis, mais d'une manière ou d'une air ou délicieux, malgré leur réputation. Les repas scolaires sont un pilier de l'éducation américaine, servant à la fois de nécessité et de terrain de bataille pour des intérêts divergents. Chaque année, environ 4,9 milliards de repas scolaires sont servis, créant une industrie de plusieurs milliards de dollars qui nourrit des millions d'enfants. Ce système repose sur des financements fédéraux, mais l'aide d'argent doit passer par de nombreux canaux avant d'atteindre les plateaux de les élèves. Les districts scolaires décident des commandes, tandis que les grandes entreprises alimentaires s'approprient une part des bénéfices. Le parcours des aliments, de la ferme à la cantine, a été façonné par des décennies de changements politiques, de lobbying industriel et d'évolution des directives nutritionnelles. Les origines des programmes de repas scolaires aux États-Unis remontent au milieu du 19e siècle. En 1853, la Children's Aid Society de New York a lancé un service de repas informel pour les élèves des écoles professionnelles. À la fin du 19e siècle, les écoles ne se limitaient plus à être des lieux d'apprentissage, elles se transformaient en institutions sociales. Avec l'implication de médecins et d'infirmiers, les cas de malnutrition parmi les élèves ont été largement documentés. Cette prise de conscience croissante a conduit le Congrès à allouer des fonds au programme de repas scolaires en Dix-No 9, 135. Cependant, tout le monde ne soutenait pas cette initiative. Les restaurateurs, craignant une perte de clientèle, ont tenté des actions en justice contre les districts scolaires, mais les tribunaux ont généralement confirmé le droit des écoles à fournir des repas. En 1941, environ 6 millions d'élèves bénéficiaient de repas financés par le gouvernement. Le système, basé sur les surplus agricoles, signifiait que les écoles recevaient des denrées dont les agriculteurs avaient un excédent, comme le porc, les produits laitiers et le blé. L'adoption du National School Lunch Act dans les années 40 a consolidé le soutien fédéral à ces programmes, bien que les repas scolaires aux États-Unis conservaient une approche distinctement capitaliste. Contrairement à de nombreux pays européens où les repas sont entièrement subventionnés, les écoles américaines ont adopté un modèle transactionnel. Les enfants capables de payer utilisaient des jetons ou des tickets, tandis que ceux bénéficiant de repas gratuits recevaient également des tickets pour maintenir l'apparence d'un échange marchand. Aujourd'hui, des groupes de défense comme la School Nutrition Association et la National School Board, associations influençant les politiques des repas scolaires, aux côtés de géants de l'industrie comme Tyson et PepsiCo, qui s'efforcent de maintenir leurs produits au menu. Parallèlement, des organisations comme le Food Research Institute surveillent la qualité nutritionnelle des repas. Robert Doar, ancien commissaire des programmes d'effet alimentaire à New York, a observé comment ces intérêts concurrents façonnent les décisions gouvernementales. Selon lui, chaque fois que des fonds fédéraux sont dépensés pour un produit, les entreprises chercheront à maximiser leur part du financement. Les années 60 ont marqué une nouvelle expansion des programmes de repas scolaires, avec l'adoption par le Congrès du Child Nutrition Act en 1966. En 1969, environ 15% des élèves recevaient des repas gratuits ou à prix réduit. Lors de l'exercice budgétaire vers 2007, ce chiffre avait grimpé à 73%. Avec un si grand nombre d'enfants dépendants de ces repas, la demande pour des options alimentaires rentables a augmenté. Les écoles ont cessé de cuisiner des repas à partir de produits bruts et ont opté pour des plats préparés en usine et réchauffés. Les conflits de financement ont également façonné les politiques des repas scolaires, menant à des épisodes célèbres comme la controverse du ketchup en 1981. Lorsque l'administration Reagan a proposé de réduire d'$1 milliard le budget des repas scolaires, le département de l'agriculture a tenté de classer le ketchup comme un légume afin de respecter les normes nutritionnelles avec un budget réduit. Le tollé public a contraint les autorités à revenir sur cette décision, mais des débats similaires persistent. Aujourd'hui, certaines sauces à pizza sont considérées comme une portion de légumes, et les quartiers de pommes de terre surgelées sont officiellement classés comme des légumes selon les directives nutritionnelles pour les enfants. L'influence des intérêts des entreprises va au-delà de la ligne de cantine. Tyson, une entreprise valorisée à plus de 20 et $1 milliard, dispose d'un catalogue spécialisé de produits alimentaires congelés pour les cafétérias scolaires.
Bien que ces revenus exacts issus des ventes de nourriture K12 restent non divulgués, Tyson est l'une des nombreuses entreprises profitant des programmes de repas scolaires. En 2014, le département de l'agriculture a introduit des directives sur les encas intelligents, exigeant des options plus saines pour les distributeurs automatiques et les lignes de collation des écoles. Pour maintenir leur présence dans les écoles, les grandes entreprises alimentaires ont reformulé leurs produits afin de respecter ces nouvelles normes. Cependant, certains critiques soutiennent que ces modifications étaient superficielles. Une comparaison de deux produits de collation, l'un vendu dans les écoles et l'autre dans les épiceries, a révélé que la version scolaire contenait 7 grammes de sucre et 25% de la vitamine C recommandée quotidiennement, tandis que la version en magasin contenait 10 grammes de sucre et seulement 10% de la vitamine. Les chaînes de restauration rapide se sont également adaptées aux réglementations des repas scolaires. Domino's, par exemple, propose un programme Smart Slice avec des pizzas conçues pour répondre aux normes nutritionnelles scolaires. Les écoles qui ont ces pizzas accumulent des points de récompense qui peuvent être échangés contre des produits de marque ou du matériel de cafétéria. Domino's soutient que son programme de repas scolaires bénéficie à la fois aux étudiants et aux écoles, maintenant des taux de participation élevés tout en respectant les directives du USDA. L'Association de la nutrition scolaire, qui représente les fournisseurs de services alimentaires scolaires, classe Domino's et Tyson parmi ses membres industriels des entreprises qui paient pour accéder à des bulletins d'information, à de la publicité et à des contacts législatifs. L'influence des entreprises va au-delà de la cafétéria, s'infiltrant dans les collectes de fonds et les événements scolaires. Des marques comme Krispy Kreme sponsorisent des programmes de lecture, tandis que McDonald's organise la McTeacher's Night, où les enseignants travaillent derrière le comptoir dans l'espoir que leurs élèves viendront et généreront des ventes. Certains districts, comme Los Angeles, ont interrompu de tels programmes en raison de critiques, mais d'autres continuent d'y participer. Ces liens financiers soulèvent des questions sur le rôle des repas scolaires dans la santé publique. Depuis les années 70, les taux d'obésité infantile ont plus que triplé. Avec environ 30 millions d'étudiants dépendant des repas financés par le gouvernement, la question demeure: dans quelle mesure le gouvernement doit-il s'assurer que ces repas sont sains? En 2010, Michelle Obama a défendu la Healthy Hunger Free Kids Act, renforçant les exigences nutritionnelles et augmentant les portions de fruits et légumes. Bien que l'initiative visait à améliorer la nutrition des étudiants, sa mise en œuvre a entraîné des conséquences imprévues. Bien que plus d'élèves aient pris des fruits et des légumes, la même proportion qu'auparavant finissait par les jeter. Essentiellement, bien que la consommation ait augmenté, les déchets aussi. La nature fragmentée du système de repas scolaire rend difficile le suivi des entreprises qui en profitent le plus ou si les étudiants reçoivent de la nourriture de qualité. Certaines personnes, comme l'ancien chef de Nomade dans Justy, travaillent à changer cette dynamique. Grâce à son organisation, Brigade, il vise à ramener la cuisine faite maison dans les cafétérias scolaires even avec un budget $1 et 25 cents par repas. Son objectif est de transformer la perception des repas scolaires d'une déception inévitable en quelque chose de réellement nutritif et agréable. L'administration Trump a apporté des changements réglementaires en 2018, assouplissant les restrictions sur les céréales complètes, le sodium et le lait aromatisé pour offrir plus de flexibilité aux écoles. Cependant, les batailles financières et politiques sur les repas scolaires ne devraient pas se terminer de sitôt. Au cœur du débat se trouvent les enfants qui dépendent de ces repas, recevant souvent leur meilleur repas de la journée à la cantine scolaire. Pour les étudiants confrontés à l'insécurité alimentaire, les week-ends, les vacances et les jours de neige ne sont pas seulement des pauses scolaires, ils sont des jours sans repas garantis. Des études indiquent que les étudiants bien nourris obtiennent de meilleurs résultats académiques. Avec des millions d'enfants qui dépendent des repas scolaires chaque jour, garantir que ces repas sont à la fois accessibles et nutritifs reste un défi permanent. Que ce soit par l'intervention du gouvernement, la responsabilité des entreprises ou des initiatives locales, l'avenir des repas scolaires continuera de façonner la santé et l'éducation des générations à venir.